Nous allons à présent nous interroger sur la nature de l'opérateur grand A et nous poser la question suivante. Grand A est-il un opérateur hermitien, encore appelé opérateur auto-adjoint? Lorsque l'on considère un opérateur grand A, on peut lui faire correspondre à un opérateur adjoint grand A croix. Lorsque l'on connaît la matrice de l'opérateur grand A, son adjoint se caractérise par une matrice qui n'est autre que la matrice transconjuguée, c'est-à-dire la transposée de la matrice conjuguée de celle de A. Par définition, un opérateur hermitien est auto-adjoint, c'est-à-dire que l'adjoint de l'opérateur n'est autre que l'opérateur lui-même, ce qui impose un certain nombre de contraintes à sa matrice. Ainsi, la matrice d'un opérateur hermitien sera nécessairement une matrice carrée. Sa diagonale ne devra comporter que des valeurs réelles, et les coefficients symétriques par rapport à sa diagonale devront être complexes conjugués l'une de l'autre. Mais est-ce bien le cas de la matrice de notre opérateur grand A? Effectivement, lorsque l'on étudie la matrice grand A, on constate qu'elle remplit bien toutes ces conditions. Grand A est donc bien un opérateur hermitien, ce qui implique que ses valeurs propres sont réelles. Par définition, si en plus d'être hermitien, les vecteurs propres de A forment une base orthonormée, alors l'opérateur grand A sera ce qu'on appelle une observable. En effet, dans le cas d'un spectre discret de valeurs propres, ce qui est le cas de cet exercice, les vecteurs propres forment toujours une base orthonormée. Par contre, dans le cas d'un spectre continu, ce n'est pas toujours vrai. Nous allons à présent chercher à déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de l'opérateur grand A. Pour déterminer les valeurs propres d'un opérateur, lorsque l'on dispose de sa représentation sous forme de matrice, il faut chercher à diagonaliser cette dernière. Mais en quoi consiste la diagonalisation d'une matrice? Eh bien, la diagonalisation d'une matrice, grand M, exprimée dans une base de vecteurs UI, consiste à trouver une matrice grand D, exprimée dans une base de vecteurs WI, qui soit diagonale, c'est-à-dire une matrice dont tous les coefficients sont nuls, hormis ceux situés sur sa diagonale principale, et qui soit équivalente à la matrice grand M dans cette nouvelle base. Dans ce cas, les matrices M et D vérifient l'équation suivante où la matrice grand P est la matrice de passage d'une base à l'autre pour M et D. L'intérêt de la diagonalisation d'une matrice est que les coefficients de la matrice diagonale obtenue, grand D, ne sont autres que les valeurs propres de l'opérateur grand M correspondant à la matrice grand M que l'on vient de diagonaliser. Quant aux vecteurs WI de la nouvelle base, ils ne sont autres que les vecteurs propres associés à ces valeurs propres. Ce qui explique que dans cet exercice, on veuille diagonaliser la matrice A afin de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres de l'opérateur grand A. Dans la pratique, pour diagonaliser une matrice, il nous faut calculer le déterminant suivant, où l'opérateur grand I est l'opérateur identité, où lambda représente les valeurs propres que l'on cherche à déterminer. Ce déterminant est également appelé le polynôme caractéristique de la matrice A. Or, par construction, les valeurs propres de l'opérateur A sont précisément les racines de ce polynôme. Nous allons donc poser que le déterminant de grand A moins lambda fois l'identité est nul, ce qui nous amène à résoudre l'équation suivante. Un calcul rapide nous montre qu'ici il existe deux solutions distinctes, lambda 1 et lambda 2. Ce sont les deux valeurs propres de l'opérateur. À présent que nous avons trouvé les valeurs propres de A, il nous faut obtenir l'expression des quêtes propres de cet opérateur et ceci pour chaque lambda. La détermination des quêtes propres associées aux valeurs propres lambda 1 et lambda 2 se fait en résolvant l'équation suivante où le quête lambda i est le quête propre associé à la valeur propre lambda i. Pour la valeur propre lambda 1 égale moins 1, on va donc résoudre cette équation matricielle où x1 et y1 sont les coefficients du vecteur colonne représentant le quête lambda 1. Une fois le produit de matrices effectué, on obtient cette équation toute simple pour laquelle une infinité de valeurs de x1 et y1 sont solutions, en particulier x1 égale 1, ce qui nous donne une valeur de y1 de i sur 2. On aurait alors l'expression suivante pour le quête lambda 1. Toutefois, une des caractéristiques que l'on demande au vecteur propre d'un opérateur est d'être normé. Or, pour x1 égale 1, la norme du quête lambda 1 est de racine de 5 divisé par 2. Pour avoir un vecteur lambda 1 normé, il faudra donc prendre x1 égale 2 sur racine de 5 et y1 égale i sur racine de 5. On aboutit finalement à cette expression pour le quête lambda 1.
On procède exactement de la même façon pour la seconde valeur propre, lambda 2 égale 4. Dans ce cas, l'équation à résoudre est celle-ci et on obtient cette solution pour le ket lambda 2 normé. Si on le souhaite, il est alors possible de vérifier que le produit scalaire lambda 1, lambda 2 est nul et que les kets sont orthogonaux. En notation de Dirac, le produit scalaire lambda 1, lambda 2 s'écrit ainsi. En développant cette équation, elle prend cette forme. Sachant que les kets U1 et U2 forment une base orthonormée, on peut simplifier cette équation et obtenir l'expression suivante. On constate alors que le produit scalaire est bien nul et que nos deux vecteurs propres forment une base orthonormée. Et dans cette nouvelle base, la matrice de l'opérateur grand A prendra cette forme. Il existe en mécanique quantique différentes relations très utiles lorsque l'on cherche à étudier un système physique. Nous allons à présent nous intéresser à deux d'entre elles, la relation de fermeture et la décomposition spectrale. La relation de fermeture nous dit que l'opérateur identité est équivalent à la somme ci-contre. Dans le cas de cet exercice, nous n'avons que deux valeurs propres et deux kets propres, ce qui nous permet de réécrire cette équation sous cette forme. Dans ce cas simple, nous nous proposons de vérifier l'exactitude de la relation de fermeture. Grand I étant l'opérateur identité, on peut écrire l'équation suivante, sachant que les kets lambda I forment une base orthonormée. En supposant que la relation de fermeture soit exacte, remplaçons grand I par son expression et développons le calcul. Pour I égale 1, c'est-à-dire si on considère le ket lambda 1, on obtient alors l'égalité suivante dont le résultat est bien 1. On peut procéder exactement au même calcul dans le cas où I vaut 2, ce qui nous permet de vérifier l'exactitude de la relation de fermeture. Nous venons de vérifier la relation de fermeture, intéressons-nous à présent à la décomposition spectrale. Cette dernière vérifie l'égalité suivante, égalité qui peut s'écrire ainsi dans le cadre de cet exercice. Nous savons en outre que lambda I étant ket propre de l'opérateur A pour la valeur propre lambda I, on vérifie l'équation suivante, aussi appelée équation aux valeurs propres de l'opérateur A. Si l'expression de la décomposition spectrale est exacte, alors en remplaçant grand A par cette décomposition dans A lambda I, nous devrions trouver l'équation aux valeurs propres. Effectuons donc ce calcul pour la valeur propre lambda 1. Nous obtenons alors l'expression suivante qui peut se réécrire sous cette forme. Une fois de plus, les kets lambda formant une base orthonormée, on obtient finalement cette égalité. Nous venons de vérifier la décomposition spectrale pour la valeur propre lambda 1. De la même façon, on peut la vérifier pour la valeur propre lambda 2. Nous allons à présent entamer la troisième partie de cet exercice et nous intéresser à la notion de valeur moyenne et d'écart type. Jusqu'à présent, nous avons parlé de kets constituant une base dans un espace de Hilbert. Mais à quoi correspond précisément cet espace que l'on considère systématiquement en mécanique quantique ? Eh bien, en mécanique quantique, l'espace de Hilbert est l'espace des états accessibles au système étudié, c'est-à-dire l'espace formé par les vecteurs ou kets représentant l'ensemble des états physiques possibles pour ce système. Considérons donc un système dans l'état physique psi appartenant à cet espace de Hilbert et notre opérateur grand A. Quelle serait alors la valeur moyenne de l'opérateur grand A ? La valeur moyenne de grand A, comme toutes les valeurs moyennes, quel que soit l'opérateur considéré, se définit toujours par rapport à l'état du système. La valeur moyenne de A pour l'état psi sera donc définie comme ceci. Si le système est dans l'état U1, on peut réécrire cette expression comme suit. En remplaçant ket, bras et opérateur par leur expression matricielle, on peut facilement calculer la valeur moyenne de A pour l'état U1. Et on constate qu'ici, cette valeur moyenne est nulle. Qu'en est-il à présent de l'écart type? De la même façon, l'écart type d'un opérateur se définit toujours par rapport à l'état du système et vérifie l'expression suivante. Pour un système dans l'état U1, nous réécrirons ainsi cette expression. Or, nous venons juste de trouver que la valeur moyenne de l'opérateur A pour l'état U1 est nulle, ce qui nous permet d'éliminer le second terme sous la racine. En utilisant les expressions matricielles, on obtient donc l'expression suivante, dont on déduit que l'écart type de l'opérateur grand A vaut 2.